Bonjour tout le monde, Samira Quatrimou, je suis responsable de compte chez Elexia et ça fait un peu plus de 4 ans que je suis dans la société aujourd'hui. Merci beaucoup Samira. Mohamed, est-ce que tu peux te présenter à ton tour, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. Donc, Mohamed Amachi, je suis responsable efficacité énergétique sur le périmètre France. Et donc, moi, je suis arrivé chez Elexia en 2017. Donc, ça fait plus de 4 ans que je suis chez Elexia. Merci beaucoup Mohamed. Et François, je te laisse la parole. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Je m'appelle François Tisserand, je suis chef de projet, expert tertiaire chez Elexia, arrivé depuis pas très longtemps. Une carrière passée au sein de bureaux d'études thermiques, énergétiques et fluides, très axée autour des économies d'énergie et des dimensions bioclimatiques des projets. Bien, merci à vous pour votre présentation. Je suis très content d'être avec vous. On va pouvoir maintenant faire une petite légère présentation d'Elexia en quelques chiffres. Alors, ces chiffres, ils m'ont été communiqués par Elexia et pour moi, ils sont très importants pour qu'on comprenne le dimensionnement de l'entreprise sur ce marché. Le premier, c'est plus de 120 millions d'euros investis par Elexia dans des projets à destination de transformation énergétique des entreprises. C'est aussi moins de 400 000 tonnes de CO2 qui n'ont pas été rejetées dans l'atmosphère chaque année grâce à Elexia. C'est aussi plus de 180 collaborateurs qui contribuent au succès de l'entreprise. Elexia est présent en France, en Italie, en Belgique, au Portugal, en Espagne, au Maroc, au Brésil, mais pas que. Et Elexia, c'est aussi plus de 250 projets de transformation et d'optimisation énergétique qui ont été accomplis par ces équipes. Et enfin, dernier chiffre, plus de 82 millions de watts-heure qui ont été économisés chaque année, encore une fois, grâce à tous les efforts collectifs d'Elexia. Le sommaire de ce webinaire, il est en 3 parties. La première, c'est donc une introduction à l'audit énergétique. Alors là, bien sûr, on est dans un webinaire qui porte sur le post-audit, mais il est important de rappeler que sans un bon audit, sans un bon audit énergétique, il n'y a pas de bon plan d'action. Deuxième partie, ce sera donc l'exécution de ce plan d'action pour allier économie d'énergie et trésorerie. C'est la promesse d'Elexia. Et enfin, la troisième partie, c'est comment rentabiliser et surtout pérenniser les actions concrètes qui ont été effectuées par les entreprises et peut-être par l'accompagnement d'Elexia afin de continuer et de conserver surtout une trajectoire énergétique propre, moins énergivore et qui permet à l'entreprise d'être toujours plus compétitive. Enfin, on répondra donc aux questions du chat qui ont été posées tout au long de ce webinaire grâce à nos intervenants experts sur le sujet. Donc, première partie, introduction. Donc, sans un bon audit énergétique, pas de plan d'action efficace. Samira, je te laisse développer. Alors, avant de rentrer dans le détail de la réflexion à mener pour la bonne exécution de notre plan d'action, on va prendre quelques minutes sur cette première partie pour pouvoir voir ensemble comment bien vous organiser dans le lancement de votre projet. C'est une bonne logique à mener pour avoir des bases solides, pour avoir un plan d'action qui soit efficient et pérenne dans le temps. Donc, vous êtes dans l'une des configurations suivantes, à savoir vous avez un objectif de réduction de votre facture imposé par la direction ou vous avez un souhait de répondre à une obligation réglementaire telle que le décret tertiaire. Vous souhaitez proposer peut-être de vous-même à votre direction la mise en place d'une démarche d'amélioration continue sur votre site. Vous avez très clairement 3 points clés à retenir absolument de cette première partie. Le premier point, c'est de définir avec exactitude votre projet. Quel est votre besoin? Quels sont les objectifs réalistes que vous allez vous fixer? Comment est-ce que vous allez venir mesurer vos résultats? Là, on parlait de décret tertiaire. Si vous souhaitez concrètement répondre au décret tertiaire pour atteindre la première échéance qui est de 40% d'ici 2030, comment est-ce que vous allez vous organiser pour vraiment atteindre cet objectif que vous vous fixez en interne? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de pouvoir monter une équipe projet pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc cette équipe projet est à la fois alliée de compétences que vous allez avoir en interne, avec des responsables maintenance que vous pouvez avoir, avec des personnes qui maîtrisent l'énergie, qui maîtrisent l'environnement de votre site, mais également avec des ressources externes. D'allier vraiment ces 2 ressources et ces 2 compétences en interne est très important puisque ça va être un point clé pour amener votre direction à vous suivre et pouvoir avancer efficacement sur le déploiement de vos actions.
Le troisième point qui est important, c'est de pouvoir connaître et d'identifier les différentes subventions que vous avez sur le marché et les différents outils que vous avez à disposition pour pouvoir réussir votre déploiement de projet. Je vais prendre un exemple qui est assez parlant, je pense, pour beaucoup d'entre vous, qui est l'ISO 50001. Si vous avez un objectif d'atteindre de réduction de votre facture énergétique ou de mettre en place en tout cas une démarche d'amélioration continue, avec l'ISO 50001, vous avez deux leviers qui s'apportent à vous, qui sont le premier point, à savoir des outils pour pouvoir mettre en place cette démarche d'amélioration continue sur vos titres, et le deuxième point qui est une subvention, une aide financière pour pouvoir déployer votre projet. Donc, ce sont deux points qui sont importants et qui sont parfois méconnus de la plupart des personnes qui se lancent dans des démarches d'amélioration continue. Donc, c'est important de prendre un moment pour pouvoir regarder ce qu'il existe sur le marché pour vous aider à mettre en place votre démarche. Donc, ça, c'est les 3 points clés à retenir. Bien définir votre projet, vous entourer d'une bonne équipe projet, de bien communiquer avec votre équipe projet à la fois en interne et en externe, et de connaître les outils et les subventions à votre disposition sur le marché pour pouvoir vous lancer dans votre projet. Si on passe ensuite à l'étude énergétique. Maintenant que vous êtes organisé, il va falloir définir votre plan d'action à court, moyen et long terme pour pouvoir atteindre vos objectifs. Ça va passer très concrètement par une étude énergétique en interne et attention, ça peut sembler ridicule, mais il y a audit et audit. Si vous avez un objectif à atteindre, il faut vraiment aller au-delà d'un simple audit énergétique réglementaire et rentrer sur une étude énergétique approfondie. L'objectif, c'est de vous donner quelques points d'attention sur cette première partie, sur l'étude que vous allez réaliser, pour avoir vraiment une étude qui soit, en tout cas un plan d'action qui soit fiable, le plus riche possible, pour vraiment aller chercher un maximum d'économie d'énergie. Donc, le point qui est important, c'est de faire très attention à la méthode de calcul et aux hypothèses qui vont être prises en compte lors de l'étude qui va être réalisée. Quand on parle d'hypothèses, on peut penser aux subventions. Si vous avez des certificats d'économie d'énergie qui sont étudiés dans le cadre de votre étude, bien faire attention aux hypothèses de chiffrage qui sont prises en amont. Un point qui est également important, là on parle d'hypothèses et on parle de certificats d'économie d'énergie, il est très important de pouvoir avoir un audit qui vous permette de classifier vos actions en fonction d'un retour sur investissement, également en fonction d'une facilité de mise en œuvre des actions sur vos titres, donc de pouvoir, à l'issue de votre audit, faire une proposition, une planification avec des différents scénarios. Ce qui est important également, et ce qui peut sembler anodin, c'est d'avoir une société qui vous accompagne et qui ait une forte capacité à restituer et à vous présenter les résultats qui vont être identifiés, les actions qui vont être identifiées sur vos titres. Vous devez également tenir compte lors de cette présentation de votre exploitation de site et également de l'entretien et de la maintenance que vous allez avoir sur le site. Ce sont des facteurs qui vont être très importants et qui vont avoir une influence sur les actions que vous allez avoir qui pourront découler de votre étude énergétique. Donc, vous l'avez compris, l'objectif de votre étude, c'est d'aller au-delà d'une simple étude énergétique dite réglementaire, mais d'aller vraiment chercher un audit qui soit riche, qualitatif, pour aller au-delà et permettre d'identifier un maximum d'économies d'énergie. Donc, la qualité aujourd'hui est au centre vraiment de nos préoccupations au sein d'Helexia, et l'ensemble de nos audits énergétiques sont aujourd'hui instrumentés. C'est une façon qui permet aujourd'hui, en tout cas, c'est une démarche qui nous permet d'avoir beaucoup plus d'identification d'économie d'énergie sur votre site, et on arrive à être assez pertinent et très exhaustif sur l'ensemble de nos préconisations. Voilà pour la première partie, pour implanter un petit peu le décor et vous mettre en avant comment bien s'organiser avant de rentrer sur le déploiement de votre plan d'action.
Merci beaucoup, Samira. Je pense que c'est clair et que tu as très bien résumé pour nos spectateurs l'importance déjà de l'audit et comment le réussir. On va maintenant donc passer à la partie suivante, donc, qui est l'exécution donc, de ce plan d'action. On va allier ici économie d'énergie et trésorerie. Donc, je te laisse la parole, Mohamed. Merci Loïc. Alors, comme l'a bien précisé Samira, la pertinence du plan d'action est conditionnée principalement par la qualité de l'audit énergétique réalisé, parce que l'audit énergétique représente justement le fondement et la base justement de départ pour construire ce plan d'action. Et donc, lors de l'élaboration du plan d'action, l'auditeur doit se donner les moyens d'explorer de manière assez exhaustive l'ensemble des mesures d'amélioration pertinentes et qui peuvent être réalisées au sein de l'entreprise. Chez Helexia, nos experts élaborent un plan d'action et priorisent les différentes opportunités préconisées en fonction de la rapidité de mise en œuvre de ces actions et du temps de retour sur investissement grâce aux économies potentiellement générées par le plan d'action. Donc, comme vous le voyez sur la slide, les actions d'économie d'énergie, pour simplifier, peuvent être scindées en 3 catégories. Donc, la première catégorie ou famille d'opportunités d'économie d'énergie, c'est ce qu'on appelle les possibilités de gestion interne, c'est-à-dire des activités qui vont avoir lieu régulièrement, c'est des activités qui sont récurrentes et qui vont avoir lieu de façon régulière dans le temps. Donc, c'est des initiatives qui sont périodiques, qui doivent être réalisées au moins une fois par année. Et donc, pour vous donner quelques exemples, donc, on peut, par exemple, citer des actions de sensibilisation, de suivi des consommations énergétiques, par exemple, de maîtrise opérationnelle, de réglage, etc., etc. Deuxième famille d'actions d'économie d'énergie, c'est les actions à faible coût, les actions, on va dire, de coût modique, et qui sont des initiatives de gestion de l'énergie qui sont réalisées, on va dire, en one shot, en une fois, et dont le coût n'est pas très élevé. Donc, comme par exemple des actions d'installation de compteurs énergétiques, de régulateurs, des actions par exemple pour les industriels de relocalisation, par exemple des prises d'air comprimé, la mise en place de variateurs de vitesse, etc., etc. Donc là, on est vraiment sur l'amélioration de la régulation de l'existant et qui permettent, via un coût modique, de faire des économies d'énergie assez importantes. Donc, ces 2 premières familles d'actions d'économie d'énergie, chez Helexia, du coup, on les qualifie de quick wins, c'est-à-dire des actions à gain rapide. Et puis, troisième catégorie d'actions d'économie d'énergie, c'est ce qu'on appelle les actions de rénovation, c'est-à-dire des actions avec un investissement plus élevé. C'est des actions qui sont réalisées en one shot, avec un retour sur investissement en termes de durée plus important que les quick wins. Donc, pour simplifier, on parle d'actions de rénovation. Donc, ça peut être des actions purement de rénovation, c'est-à-dire de remplacement, de modernisation du matériel existant, mais ça peut être également l'installation de nouveaux équipements à énergie renouvelable, par exemple. Et du coup, pour aller plus loin, du coup, je te passe la main, François, pour approfondir davantage cette dernière partie. Alors, après les opérations à court terme qui s'analysent financièrement sur des temps brefs, bien entendu, des solutions peuvent émerger et cela dans des perspectives beaucoup plus longues. Et c'est ce qu'on va appeler donc des ROI à long terme. Ce sont des initiatives de gestion de l'énergie qui sont réalisées généralement en une fois. C'est un point important, ou du moins sur un seul plan, dans le cadre d'un seul plan qui se décompose en phases précises. Et de toute manière, cela s'aborde en fonction d'une analyse approfondie par nos spécialistes pour assurer donc la faisabilité technico-économique du processus, passant par le dimensionnement des systèmes et évidemment la prise en compte des dernières avancées technologiques et réglementaires. Si généralement le premier critère de sélection ou de classement de l'intérêt économique d'une opération se fait sur le TRA, c'est-à-dire le temps de retour
plus exactement le TRB, pardon, le temps de retour brut, lorsque l'on est dans une période plus longue, sur une période plus longue, avec un horizon technique et un horizon économique plus long, à ce moment-là, on va prendre en compte d'autres paramètres, et ceci en étroite collaboration avec l'entreprise et les personnes qui en connaissent le fonctionnement économique. Par exemple, le coût moyen pondéré des ressources en capitaux, un calcul, je dirais, réellement approfondi du taux de rendement actualisé, de taux de retour actualisé, et bien entendu la valeur d'actualisation nette qui permettra de calculer le taux d'enrichissement en capital. Donc, ce sont des critères qui se prennent en compte lorsque l'on souhaite véritablement être dans une perspective long terme et que, bien entendu, l'investissement est significatif. Et ceci à travers plusieurs je dirais, scénarios, par exemple la comparaison entre une solution conventionnelle et une solution donc innovante, un comparatif entre deux scénarios différents pour atteindre le même objectif. Voilà deux cas d'exemple où on va devoir se poser ces questions économiques et de pouvoir les simuler. C'est un travail qui est fait en même temps que le travail de l'ingénieur et qui doit venir en résultat être une information parfaitement, je dirais, connue pour pouvoir prendre une décision éclairée au bon moment. Je vous propose maintenant d'évoquer ce que l'on appelle l'étude de faisabilité. Alors, on a parlé de l'audit et souvent nous entendons le terme d'étude de faisabilité. Je crois que pour la définir, c'est très simple. C'est une étude qui est faite pour pouvoir répondre à une question extrêmement simple. Est-ce que le projet est faisable ou est-ce qu'il n'est pas faisable? Donc, la réponse à la question forme ce que l'on appelle l'étude de faisabilité. Et en fait, cette étude est guidée par un objectif visé, désigné dès le départ. Autant l'audit n'intègre pas, je dirais, le champ d'une question fermée où tous les possibles sont présents, autant l'étude de faisabilité vise dès le départ un but. Prenons le cas du fonds chaleur. Le fonds chaleur permet de subventionner un certain nombre d'études dites de faisabilité. Il y a donc un cahier des charges et il y a des applications concrètes telles que la transformation d'une chaufferie ancienne qui serait alimentée par des énergies fossiles de type fuel ou de type gaz vers la biomasse. La récupération de chaleur en est un autre exemple. L'utilisation de la géothermie verticale, ainsi de suite. Donc, l'étude de faisabilité passe par une étude de besoin, bien entendu, comme l'audit du reste, une visite du site dans sa situation actuelle et dans la situation envisagée, parce qu'il y a donc une situation envisagée a priori, puisqu'elle est visée, elle est déterminée. Et à partir de là, nous allons travailler pour caractériser les gisements d'économie retenus, le choix des équipements, les solutions qui peuvent être proposées. Et c'est là justement, quand on est dans une vision long terme, avec un horizon économique un peu repoussé, que les ROI à long terme vont être pris en compte et seront donc étudiés selon les critères que j'ai évoqués précédemment. Donc, ça forme l'étude, on va dire, économico-financière, et en découle la récapitulation des investissements et enfin le plan de financement proposé qui conduit à une synthèse économique, puis, au bout du compte, à un montage administratif. Donc, l'étude de faisabilité a, je dirais, un caractère extrêmement pratique et pragmatique, et elle vient soit compléter, soit se substituer à un audit dans la grande famille des études d'aide à la décision. Voilà, donc Mohamed, si tu veux poursuivre sur oui, alors
Ouais, merci François. Alors, je vais me permettre juste de rebondir sur ce que tu viens de dire. Effectivement, je suis complètement en phase. Alors, juste pour compléter, selon le plan d'action présenté par l'audit énergétique, on peut avoir plusieurs, on va dire, types d'actions qui peuvent ou pas faire l'objet justement d'une étude de faisabilité. Donc, on va avoir des actions qui sont techniquement des actions pour lesquelles en fait la technologie elle est disponible et la faisabilité elle est certaine. Donc pour ce type d'action, on n'a pas besoin d'aller plus loin dans la réalisation d'une étude de faisabilité. Donc là, par exemple, pour donner un exemple, on peut parler par exemple des moteurs électriques à haute efficacité, la mise en place d'un éclairage performant, la mise en place de variateurs électroniques de vitesse sur des moteurs existants, remplacement de chaudière, etc. Donc là, on est sur une technologie qui est déjà existante et une faisabilité qui est certaine. Il y a une deuxième famille d'actions, c'est des actions pour lesquelles la technologie elle est disponible, mais la faisabilité est à vérifier. Et donc, cette faisabilité doit être vérifiée sur la base principalement de critères qui vont être indépendants de l'entreprise. Donc, par exemple, cette faisabilité peut être, par exemple, jugée sur base de critères objectifs tels que l'obtention d'un permis, de critères de qualité, de disponibilité financière, etc., etc. Donc, par exemple, la mise en place d'une éolienne ou la réduction de température sur un procédé qui peut avoir une influence sur la qualité du produit final, la biométhanisation, etc., etc. Donc là, effectivement, sur cette deuxième famille d'actions, il peut être intéressant de réaliser justement cette étude de faisabilité pour tenir compte également de l'aspect administratif et financier de l'action. Et puis, troisième famille d'actions, c'est les actions pour lesquelles la technologie n'est pas, on va dire, très disponible et la technologie elle est dans une phase, on va dire, de recherche et de développement. C'est-à-dire que la technologie n'est pas disponible ou elle n'est pas appliquée. Et donc là, on peut par exemple donner d'autres exemples, par exemple la géothermie profonde, etc., etc. Donc il y a plusieurs types d'actions qu'on peut justement avancer pour cette troisième famille d'actions. Donc, du coup, maintenant, pour aller sur la slide suivante, Loïc, donc la baseline. Alors, je pense que l'une des analyses pertinentes à réaliser préalablement à la mise en œuvre du plan d'action est justement de déterminer une baseline. Alors, une baseline, c'est quoi? C'est une consommation de référence qui sert de base pour comparer les performances énergétiques. Donc, c'est une notion qui a été introduite par exemple, le référentiel ISO 50001, mais qui peut être appliqué en dehors du cadre normatif. Donc, pourquoi justement faire cet exercice d'identification ou d'élaboration de cette baseline? De un, parce que tout simplement, les économies d'énergie correspondent à l'absence d'une consommation et donc, les économies ne peuvent pas être mesurées directement. Donc, on ne peut pas imaginer un compteur qui va mesurer l'économie d'énergie. L'économie d'énergie est toujours calculée. Voilà. Et deuxième point, c'est parce qu'il ne suffit pas de faire un état des lieux avant et après l'application du plan d'action pour savoir si les actions engagées sont efficaces et si les économies sont bien au rendez-vous. Parce que, tout simplement, les consommations d'énergie peuvent dépendre d'un ensemble de facteurs influents qui ont un impact plus ou moins significatif sur la consommation d'énergie. Et donc, l'objectif, justement, pour pouvoir avoir justement cette baseline, de pouvoir valider, après la mise en place du plan d'action, les économies d'énergie réellement réalisées et les comparer par rapport aux économies escomptées, et ben, du coup, il faut faire cet exercice de modélisation et d'élaboration de baseline. Et donc, pour ce faire, nous, on s'appuie sur le protocole IPMVP qui donne justement les règles pour établir une baseline qui soit pertinente et fiable. Et donc, pour justement calculer les économies d'énergie sur l'IPMVP, il faut commencer par estimer la période de référence pendant laquelle on mesure l'énergie consommée avant que les actions d'économie d'énergie aient été engagées. Cette année de référence, période de référence, généralement une année, voire plus, doit être représentative d'un fonctionnement normal
de l'entreprise. Donc, par exemple, si on regarde le graphique, donc là, par exemple, si on prend une période de référence sur une année, par exemple 2020, bah, du coup, on essaie de tracer la consommation énergétique, donc en fonction du temps. Donc, on a une échelle mensuelle. Et donc, sur la base de cette consommation de l'année de référence, on essaie de trouver un modèle mathématique qui permet de modéliser cette consommation d'énergie en fonction des facteurs d'influence. Donc, on peut, par exemple, pour le bâtiment, on peut considérer que la température ou les conditions climatiques au sens large est un facteur influent pertinent sur plusieurs types d'actions. Pour l'industrie, on peut avoir également les conditions climatiques, comme on peut avoir la production, etc., etc. Donc, on modélise via les règles des méthodes mathématiques qui permettent justement de faire cette modélisation. On peut par exemple citer la régression linéaire, multiple ou simple, en fonction du nombre de variables que vous allez avoir, qui ont surtout un impact sur votre consommation. Et donc, une fois qu'on a établi ce modèle, du coup, c'est ce modèle-là qui permet de vérifier l'économie d'énergie réellement réalisée. Donc là, par exemple, sur la slide, donc là, on voit la période de suivi après la mise en place du plan d'action, où on a deux courbes. On a une première courbe, donc la courbe avec la consommation élevée. Donc, c'est tout simplement une projection de la consommation de référence, c'est-à-dire tout simplement, pour l'interpréter facilement, ça représente ce qu'aurait été la consommation d'énergie si on n'avait pas mis en place le plan d'action. On compare avec la consommation réelle et donc l'écart entre les deux courbes du coup permet de chiffrer, de quantifier l'économie d'énergie réellement réalisée. Donc voilà pour la baseline. Du coup, sans rentrer dans le détail. Alors, pardon Mohamed, je vais juste couper deux secondes. C'était hyper intéressant. Je voulais juste rappeler à nos spectateurs qu'on a fait le choix de rester assez technique parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de termes techniques. Je voulais juste dire à nos spectateurs de ne pas prendre peur parce qu'on a fait justement ce choix-là de bien expliquer précisément la méthode qu'on voit ici de choix d'année de référence. Comme je dis, ça paraît très technique, mais bien sûr, Helexia est là pour vous accompagner. Et les experts ici présents, ainsi que les autres équipes d'Helexia, connaissent très bien ce procédé et cette méthode de calcul. Et bien sûr que Helexia peut vous accompagner justement dans la recherche de ce modèle. Pardon, excuse-moi Mohamed, je te redonne la parole. Merci Loïc pour la précision. Du coup, je te passe la main, François, pour la suite. Bien, les conséquences de tout ça, il y en a de nombreuses. Et je vous propose d'en évoquer trois précisément. L'économie ou la réduction des gaz à effet de serre. Nous verrons qu'il y a un côté fiscal, un côté financier évidemment, aussi lié à l'environnement. Et ensuite, nous nous intéresserons sur le confort par fortes chaleurs extérieures. Et enfin, une sensibilisation à la valeur patrimoniale, ou dite valeur verte, dans le cadre des externalités positives. Pour la végétalisation ou tout simplement la réduction des émissions des gaz à effet de serre, dont l'enjeu est, nous le savons tous, est lié au climat et de manière très directe. Les principales réductions, parce que les gaz à effet de serre sont nombreux, les principales réductions de ces gaz en ce qui concerne notre action, pas exclusivement, touche le dioxyde de carbone, c'est-à-dire le CO2, et le méthane. Donc, l'audit thermique et énergétique est adapté donc, tant au niveau des process ou des procédés de fabrication que du bâtiment, participe très activement à cette baisse des émissions. Je vais vous donner quelques chiffres sans alourdir le commentaire. Je suis parti d'une étude qui a été faite de manière très concrète, où l'entreprise, qui est une industrie, consomme 36 550 MWh par an et dépense pour ce faire 1 850 000 €. L'audit projette donc une économie de 7 100 MWh et donc financièrement 375 000 €. Il en résulte une économie d'énergie de 20%, de 20,5% pour le budget et pour les gaz à effet de serre, équivalent 800 tonnes. 800 tonnes, c'est un chiffre qui est en effet très important. On va essayer de l'incarner de manière sympathique. C'est 29 400 arbres plantés.
C'est une surface de forêt de 2 932 000 mètres carrés. 2 932 000 mètres carrés. Vous voyez? Donc, on voit que nous touchons là quelque chose qui est extrêmement important et dont les effets d'économie d'énergie touchent aussi l'environnement, mais touchent aussi l'économie de l'entreprise, bien entendu. L'économie d'entreprise, alors si on peut passer sur la diapo suivante, s'il te plaît, merci. Et la suivante, voilà. Voilà, on voit en fin de compte l'évolution de la taxation et puis surtout la taxation par pays du CO2. Et nous voyons depuis 15 ans à peu près une évolution très marquée, surtout ces dernières années, du je dirais, plan financier et fiscal lié au CO2 à travers les différents décrets, les différents arrêtés qui sont donc pris au fur et à mesure. La future RE 2020, on dira que ça concerne le bâtiment neuf, c'est vrai, aura pour effet, bien entendu, d'impacter fiscalement et financièrement le poids CO2 dans les actions, y compris de rénovation, par voie indirecte. Ceci dit, un autre sujet qui est pris en compte dans le cadre des bilans, ponctuellement, c'est la sensibilisation au confort par forte chaleur extérieure. Cette notion recouvre les activités tertiaires, mais aussi industrielles, les bureaux d'un côté, mais les lieux d'activité, de fabrication de l'autre. Et la compensation de la charge climatique se fait généralement avec de la climatisation, donc avec de l'électricité. Donc, nous avons là, au-delà du process, des procédés de fabrication, si on prend le domaine industriel, le premier gisement d'économie d'énergie, c'est-à-dire les économies portées sur la compensation liée au ressenti physiologique de la chaleur. Il s'agit donc de qualité de vie, de travail et de productivité. Et bien entendu, nous allons voir un peu plus bas, de la valeur immobilière, la valeur patrimoniale immobilière. Aujourd'hui, nous disposons d'outils, de moyens techniques pour pouvoir calculer ces effets physiologiques. On appelle ça simulation thermique, dynamique, CFD aussi, etc., qui permettent de faire ces approches et également d'aller dans le détail et d'apporter des solutions très concrètes. Enfin, vient la réflexion sur la valorisation patrimoniale ou valeur verte. La Chambre nationale du notariat publie depuis quelques années des études concernant la valorisation patrimoniale du logement quand ce logement est conventionnel et quand ce logement est lié à des labels de qualité environnementaux. Et on voit très nettement des différences entre 7 à 14% de valeur positive pour les labels. Il n'existe pas, à notre connaissance, de tels rapports dans le domaine tertiaire pour l'instant, ni dans le domaine industriel. Par contre, nous avons des pays qui sont un peu plus en avance que nous dans la production de ce type de rapport. Je pense à l'Autriche précisément et à la Suisse, qui nous démontrent, prenons la Suisse avec le crédit cantonal et le label Minergie, qui est spécifiquement helvétique, la valorisation des patrimoines tertiaires au regard de leur qualité environnementale. C'est quelque chose de très marqué. Alors, comment les choses se présentent-elles? Bien entendu, par la réduction des charges variables, c'est-à-dire le chauffage, la climatisation, le chaude sanitaire, qui est moins bien impacté par ça, mais l'éclairage aussi et les auxiliaires rentrent dans le bilan. Donc, diminution de ces postes, mais également la production d'énergie. Et Helexia, vous le savez, est spécialiste dans la création d'énergie photovoltaïque. La réflexion et l'action se portent aujourd'hui sur l'intégration de ces générations dans les bâtiments ou par les bâtiments, ce qu'on appelle le BIPV, le PAPV.
Et donc, l'énergie photopile ou photovoltaïque, d'une part, la cogénération, d'autre part, participe donc à la production d'une énergie et le bâtiment est ainsi générateur d'une richesse. Et bien sûr, les labels liés en particulier à la rénovation, comme le HQE, le BBC, Finergie Rénovation, le BDM Envirobat, qui est propre au bâtiment sur l'arc méditerranéen, là où il fait le plus chaud, où les consommations tertiaires en matière de climatisation sont tout à fait considérables, ramenées au mètre carré. Et puis des labels étrangers, mais qui sont applicables en France. J'ai cité tout à l'heure le label Suisse Minergie, on pourrait parler de LEED, etc. Bref, en synthèse, augmentation des cash flows positifs par la réduction des charges variables, qualité de vie, tant du point de vue du travail que de vie tout court, conformité réglementaire, en particulier par rapport à la charge carbone, durée plus longue des bâtiments, des équipements, des systèmes et commercialisation plus rapide lorsqu'il y a des négociations concernant ce patrimoine. Voilà les grands critères qui font que la valeur verte, avec ses externalités, sont bien une réalité. Alors, juste, je me permets d'intervenir. Merci beaucoup, François. Je te fais une petite, je t'oblige à faire une petite pause, toutes mes excuses. Comme on dit à Télévision, c'est l'instant pub et je vais donc envoyer un sondage à tous nos spectateurs, voilà, pour leur demander si ils sont accompagnés par Alexia. Je vais vous laisser répondre tranquillement et en attendant, je te redonne la parole, François. Merci beaucoup. Eh bien, merci Loïc. Si tu as la gentillesse de nous faire accéder à la prochaine diapo. Bien sûr. À partir du moment où toutes les phases qui ont été décrites tout à l'heure, qui sont des phases d'aide à la décision, sont effectuées, ont été produites, ont été remises, eh bien, il y a un point pivot. C'est bien entendu la phase investissement, qui est la phase de concrétisation, qui est le passage de l'aide aux aides à la décision, plutôt au pluriel, aux investissements eux-mêmes. Donc, la partie concrète. Donc, cette aide à la décision, après cette aide à la décision, la phase de l'investissement est faite, si vous voulez, de deux façons. Soit nous nous adressons au cas qui est celui du bâtiment, et à ce moment-là, nous suivons les phases classiques selon issues autrefois de 185 et puis ces évolutions de la loi MOP, ou alors lorsqu'il s'agit d'industrie, on va prendre attache par rapport à un acte précis ou une série d'actes précis qui sont par exemple la validation des plans d'exécution qui ont été déterminés par notre bureau d'études et remis donc ensuite à une entreprise chargée de l'exécution. Donc selon les cas, les phases qui vont en réalité de la phase de la conception à l'assistance des travaux, au visa de ces derniers, au suivi, etc., se font soit intégralement et successivement, soit ponctuellement en fonction d'un cadre, d'un périmètre qui aura été tracé ensemble. La phase qui est très importante, qui est celle de la direction de l'exécution des travaux, nous amène souvent à travers des missions d'AEMO, sur lesquelles mission reviendra tout à l'heure Mohamed de manière précise. Ces phases de direction de l'exécution des travaux sont importantes, évidemment, puisque c'est là où nous apportons à l'entreprise, dans l'hypothèse où elle ne conduirait pas elle-même ses propres travaux, où elle serait autonome, où elle déciderait de l'aide, ce qui est tout à fait possible, somme toute, et bien dans l'hypothèse où elle ne le ferait pas, où elle le confierait, à ce moment-là, nous nous chargeons de suivre ces travaux afin qu'ils soient évidemment conformes au cahier des charges
au plan, au schéma, bref, au cahier des charges techniques particulières et au DPGF. L'opération arrive à son terme et une phase qui est pour nous très importante, comme pour l'entreprise, c'est ce que l'on appelle les opérations d'assistance de réception, qui sont soit traditionnelles ou dynamiques. Qui sont traditionnelles généralement quand une main levée est prononcée, qu'il n'y a plus de réserve et que la mission s'arrête. Ce sont des choses relativement simples à ce moment-là qui sont validées. Inversement, on peut avoir des travaux beaucoup plus engageants avec la nécessité de mesures dans la durée. Et à ce moment-là, on dit que l'AOR, ou l'assistance aux opérations de réception, est dynamique. Cela veut dire que pendant un temps déterminé, Helexia va apporter un service de suivi, un service de mesure, un service d'analyse qui découlera des travaux qui auront été effectués. La notion de AOR dynamique est reprise du reste dans à la fois certains cahiers des charges d'institutions qui subventionnent, mais aussi à travers les qualifications requises pour faire ce travaux à travers les normes RGE. Pour clore mon intervention à ce stade, le grand chapitre des aides et des subventions. Recherche des financements. Nous avons vu tout à l'heure que, bien entendu, ce questionnement arrive dès le départ, dès le début des opérations, des réflexions à l'aide à la décision. Que ce travail peut être approfondi lorsque l'on est devant des cas évoqués tout à l'heure, à savoir des investissements lourds, importants, restructurants et s'inscrivant sur des horizons techniques ou industriels long. À ce moment-là, il convient d'appréhender le domaine des subventions, pour faire simple, que c'est quand même quelque chose de vaste et de complexe, en 5 grandes familles. La première, ce sont les valorisations financières des certificats d'économie d'énergie, que tout le monde connaît presque, mais qui, pour être bien conduite, demandent beaucoup de rigueur technique, une grande qualité de gestion administrative et je dirais une bonne appréciation des économies d'énergie effectives. Vient ensuite la famille des guichets, tels l'ASP ou les mesures tremplin de l'ADEME pour la transition énergétique. Ce sont des aides qui sont apportées pour des opérations inférieures à 3 millions d'euros sur une liste fermée sur le plan technologique. En d'autres termes, l'ASP ou l'ADEME, à travers le tremplin, propose des solutions qui sont désignées, qui sont nommées, qui sont clarifiées dès le départ. Et à ce moment-là, en fonction du besoin référencé, on peut très vite voir si, bien entendu, le dispositif s'adapte. Vient ensuite le fonds chaleur, avec des projets initiés par des études de faisabilité que j'évoquais précédemment. Le fonds chaleur est doté de moyens importants, même très importants, et bien entendu requiert de suivre un cahier des charges très précis. Enfin, pour aider tout cet ensemble, des prêts bonifiés peuvent être sollicités auprès de BPI France, mais aussi d'autres banques. BPI France est évidemment la plus connue et la plus engagée, tant du point de vue de la trésorerie, c'est-à-dire par exemple des financements issus des compléments C2E, compléments ASP ou tremplin, mais aussi pour des opérations plus importantes qui conduisent à la restructuration et ce que l'on appelle du renforcement de haut de bilan. Et enfin, nous avons les suramortissements fiscaux, mais aussi dans certains cas de taille d'entreprise, les fameux crédits d'impôt. Voilà l'ensemble des 5 familles qui composent en fait le grand panel des subventions publiques. Merci beaucoup François. J'en profite juste pour vous partager les résultats du sondage précédent pour vous interpeller sur le fait que 88% des votants ne sont pas accompagnés par Helexia.
Donc, si, bien sûr, cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous recontacter. Vous avez l'adresse du webinaire juste en dessous des slides. Je ferme cet aparté pour continuer donc notre webinaire avec, si je ne me trompe pas, c'est à toi, Mohamed, que revient cette partie. Alors, moi, c'était plus la partie suivante. Pardon, François, c'est à toi, François, excuse-moi. Oui, pardon, je te redonne la parole. Alors, François, toutes mes excuses. Mais pas du tout. Donc, la réalisation des travaux, les conséquences directes, et bien entendu, c'est la liaison, la parfaite liaison entre la phase amont, les études intermédiaires et leur concrétisation, et de bien s'assurer de la bonne mise en œuvre en tout point de ce qui a été élaboré en amont. Une chose qui est très importante, c'est bien entendu lorsque l'on a des différents lots techniques, mettons de la thermique, courant faible, courant fort, structure, ainsi de suite, c'est la coordination de ces lots et la coordination autour d'une méthode partagée qui permet de faire que les acteurs, les chefs de chantier, les chefs de lot soient en accord, en symbiose des uns, en synergie les uns avec les autres. C'est un point que nous avons pu vivre, soit de manière négative lorsque ça ne se passait pas comme cela doit se passer, souvent lorsque l'entreprise est un peu seule, et inversement, nous apprécions la relation coordonnée entre toutes les parties, et donc de pouvoir, on va dire, augmenter la qualité du travail, réduire les temps et surtout réduire, voire annuler les risques des erreurs et de ce qu'il en découle. Ça, c'est un point très important. Nous retrouvons évidemment les phases que j'évoquais précédemment et nous insistons beaucoup sur la relation entre les phases de conception et les phases d'exécution. Du coup, je reprends la main. Maintenant que nous avons brassé les différentes étapes pour mettre en œuvre un plan d'action, je vais vous présenter comment Alexia pourrait du coup vous accompagner, vous aider à choisir vos travaux et s'assurer justement de la réalisation de vos projets. Donc, aujourd'hui, Alexia propose un accompagnement qui s'adapte très bien à vos contraintes. Donc, c'est vrai que chaque client peut avoir des contraintes qui peuvent être différentes, spécifiques, mais pour simplifier, on peut considérer que les trois principales contraintes qui peuvent être communes à tous les clients, tous les propriétaires de grands bâtiments ou exploitants de sites industriels, on peut noter l'argent, le temps et la compétence. Donc, il y a plusieurs types d'accompagnement possibles. Alors, pour commencer, donc, si le client dispose du temps, des compétences et de l'argent et qu'il veut mettre en place en autonomie le plan d'action, bah, du coup, il peut faire. Rien ne le lie à Alexia. Par contre, s'il n'a pas un ou plusieurs de ces paramètres, bah, du coup, il peut faire appel à Alexia qui va lui proposer un accompagnement sur mesure en fonction de ses enjeux, de ses contraintes et de son besoin. Donc, à commencer par, alors, Louis, si tu peux juste revenir sur la slide précédente. Donc, pour des clients, par exemple, qui ne disposent pas des compétences en interne et qui veulent mettre en place des projets d'efficacité énergétique, bah, du coup, on peut leur proposer, par exemple, un accompagnement en assistance à maîtrise d'ouvrage. On va voir par la suite ce que ça veut dire une AMO. Pour des clients qui n'ont pas le temps et n'ont pas non plus les compétences en interne, bah, du coup, ils peuvent justement être accompagnés sur des accompagnements clés en main. Et puis pour des clients qui veulent tout simplement faire des économies d'énergie et qui n'ont ni le temps ni la compétence et qui préfèrent justement mettre les sous sur leur cœur de métier, bah, du coup, on peut leur proposer un troisième type d'accompagnement qui est le CPE ou le contrat de performance énergétique. Du coup, si on peut passer la slide, merci Loïc. Donc, juste pour résumer, avant de détailler chacun des accompagnements, donc pour résumer les bénéfices du client en fonction des types d'accompagnement, on peut dire que l'AMO, en quelques mots, c'est un accompagnement sur mesure.
Pour l'accompagnement clé en main, le principal bénéfice pour le client, c'est d'avoir un interlocuteur unique. Pour un accompagnement en CPE, le principal bénéfice du client, c'est d'avoir une garantie de performance sans investissement. Voilà, donc maintenant pour aller plus loin dans l'explication de chacun des accompagnements, donc juste pour la partie AMO ou assistance à maîtrise d'ouvrage, donc nous en fait on accompagne de la modélisation du projet jusqu'à la réception finale des travaux. Donc nos experts internes sont capables d'intervenir sur vos attentes en matière de usage énergétique, de froid alimentaire, industriel, commercial, de CVC, éclairage, tout ce qui est courant faible, GTB, GTC, récupération de chaleur, utilité énergétique, etc. etc. Donc, nous avons des experts métiers qui peuvent vous accompagner sur vos différents projets. Et donc, tout au long de vos projets, du coup, on vous apporte toutes les connaissances et conseils pointus. Du coup, si tu peux juste revenir sur l'AMO, voilà. Donc, ce que je disais, c'est que les experts peuvent vous apporter des connaissances et des conseils en matière de technique, de procédures administratives, de réglementation, etc., etc. Et donc, la particularité de notre accompagnement AMO, c'est qu'on vous propose une approche par tiroir qui s'adapte à votre besoin et aux spécificités de votre projet, ainsi qu'à sa maturation. Donc, concrètement, comment on vous accompagne en AMO? Donc, premier tiroir, c'est la préparation de votre projet. C'est-à-dire, on peut vous accompagner sur la réalisation de l'inventaire de vos équipements, l'audit énergétique ou technique de vos bâtiments. On analyse également les actions au coût global de possession. Donc, ça, c'est super important de tenir compte des coûts tout au long de la durée de vie des équipements et aide à la définition, justement, de votre schéma directeur. Donc, cette phase-là, c'est ce qu'on qualifie préparation de votre projet énergétique. Une fois que le projet a été clairement défini, arrêté, donc on vous accompagne sur la deuxième étape qui est l'aide au choix de vos prestataires. Et donc là, on vous assiste dans l'expression de votre besoin, à la consultation et analyse des offres. On vous présente également via l'analyse des offres ou à l'issue de cette analyse l'offre avec le meilleur rapport qualité-prix pour justement que vous ayez toutes les billes pour choisir les prestataires avec qui vous souhaitez travailler. Ensuite, troisième étape, c'est le suivi de vos travaux, avec le suivi de l'avancement des travaux, des réunions de chantier, etc. Quatrième étape, c'est la réception des travaux, donc aide à la réception, en vous accompagnant justement jusqu'à la réception et en s'assurant justement de la conformité des installations par rapport au cahier des charges. Et puis, dernière étape, donc la cinquième, on est capable également de vous accompagner au montage des dossiers d'aide au financement, donc les C2E, les états d'EM, selon l'éligibilité de vos projets. Donc, ça, c'était pour l'accompagnement clé en main, excusez-moi, AMO. Donc, maintenant, si on passe à l'accompagnement clé en main ou CPE. Donc, pour le CPE, le CPE se distingue par le couplage entre investissement destiné à améliorer votre performance énergétique et la garantie de la diminution de vos consommations d'énergie. Donc, c'est un contrat à garantie de résultats. Donc, Helexia s'engage justement sur des économies d'énergie. Et donc, généralement, les CPE intègrent l'exploitation et s'étendent sur plusieurs années après la réception, sur la réception des travaux. Et donc, la première étape justement de mise en œuvre d'un CPE, c'est de faire l'audit, ensuite tout le travail de consultation, de sélection des entreprises, ensuite l'accompagnement à la mise en œuvre et puis l'exploitation. Et donc là, on est vraiment sur l'accompagnement le plus complet possible. Voilà. Ensuite, pour l'accompagnement clé en main, alors ça, on l'a pas. Ah oui, donc voilà. Non, si tu peux juste revenir sur l'accompagnement clé en main. Non, voilà, ça. Donc, l'accompagnement clé en main, juste la particularité de cet accompagnement, c'est que nos équipes gèrent l'ensemble du projet et donc Helexia en endosse l'entière responsabilité et se porte justement garant de la bonne exécution des travaux. Donc, comme je l'ai dit il y a un instant, les avantages pour le client, c'est de pouvoir disposer de prix fermes et définitifs et des délais qui sont convenus d'avance, tout en ayant tout au long du projet un interlocuteur unique
Helexia. Et donc, l'intervention d'Helexia sur des projets clés en main se déroule en plusieurs étapes. La première étape, c'est la conception de votre projet, donc tout ce qui est études préalables, études de faisabilité, s'il y a lieu, conception, dimensionnement, etc., etc. Deuxième étape, c'est la coordination et le suivi de vos travaux. Donc, on valide les prestataires, bien entendu en concertation avec le client. On assure également la coordination des travaux jusqu'à la finalisation du chantier avec des comptes rendus pour tenir informé le client de l'avancement des travaux. Troisième étape, c'est la réception des travaux. Donc, on vérifie le bon achèvement de la prestation et la conformité au contrat. Et quatrième étape, c'est les garanties d'après-travaux. Voilà, et donc Helexia est tenu à une obligation de résultat sur cet engagement. Maintenant, si on peut passer à la stratégie gagnante, voilà. Donc, juste pour dire qu'il y a plusieurs stratégies gagnantes, il n'y a pas une seule, mais par contre, ici, c'est juste pour vous donner un conseil global pour celles et ceux qui souhaitent engager une démarche d'économie d'énergie et avoir un plan d'action qui permet justement de payer. Et donc, la première brique pour nous, de proposer d'avoir un bon plan d'action, c'est disposer d'un programme d'action sur le long terme, bien entendu, mais également un plan à court terme et à moyen terme pour l'ensemble des installations. Donc, bien entendu, outre les considérations économiques et environnementales, le plan d'action doit tenir compte également de plusieurs paramètres, notamment la sécurisation de l'approvisionnement énergétique, les aspects réglementaires, etc. Deuxième brique, c'est le plan d'action doit intégrer un système de surveillance énergétique et ceci c'est un double objectif. Le premier, c'est que de un, ça permet d'identifier les gaspillages d'énergie. Et donc, généralement, des entreprises des 4 coins du monde rapportent que la mise en œuvre d'un système de surveillance permet à lui seul de réduire de 10 à 15% les coûts énergétiques. Et deuxième objectif, c'est de pouvoir valider les économies d'énergie et communiquer dessus. Troisième étape, c'est de prioriser les actions. Donc certes, il faut prendre en considération les besoins d'entreprise, mais il ne faut pas oublier qu'il faut d'abord marcher avant de courir, c'est-à-dire de commencer par établir de petits objectifs facilement atteignables. Cela va motiver grandement le personnel. Il verra qu'il est possible d'atteindre ces objectifs et du coup, ils vont avoir le sentiment d'avoir réussi. Et du coup, ça vous permet en plus aussi d'acquérir l'expérience et la confiance nécessaires avant de s'attaquer à des objectifs ou à des actions plus complexes ou de plus grande envergure. Quatrième point, c'est d'établir un plan de projet détaillé, voilà, pour la première année en tout cas, et de mettre en œuvre un programme d'efficacité énergétique tout en tenant compte justement des interactions qu'il peut y avoir entre les différentes préconisations. Et également de miser sur la sensibilisation du personnel et la formation des ressources humaines clés qui ont un impact sur la performance énergétique. Et puis, dernière étape d'une stratégie gagnante, c'est de suivre de près les progrès accomplis pour amorcer une démarche d'amélioration continue. Et du coup, je te passe la main, Samira, pour conclure là-dessus. Alors, juste avant, Samira, je vais juste lancer le sondage numéro 2. Voilà, comme ça tout le monde là. Et pardon, je te relaisse la main tout en laissant nos spectateurs répondre. Pas de souci. Je vais essayer de faire très très court et prendre maximum 2 minutes sur cette partie puisqu'on arrive à la fin du webinaire. Et l'objectif, c'est de pouvoir prendre quelques minutes pour répondre à 2-3 de vos questions. Je vais rebondir sur ce que disait Mohamed. Là, vous avez du coup vu avec ce webinaire comment vous organisez, la différence entre les actions court terme, long terme, l'importance de la définition d'une baseline, etc. Il est important de capitaliser sur l'ensemble des efforts que vous avez fournis. Vous allez passer du temps, vous avez impliqué votre direction, même vos employés, vous allez mener des investissements. C'est vraiment indispensable pour vous de mettre en place un plan de comptage sur le site et de pouvoir associer ce plan de comptage à un outil de pilotage, outil qui doit être simple d'utilisation avec un protocole ouvert. L'importance de ce plan de comptage avec l'outil de pilotage, c'est de pouvoir mesurer vos premiers résultats. Mohamed le disait juste avant, le fait de pouvoir mesurer des résultats, vous allez pouvoir communiquer auprès de votre direction, communiquer auprès de vos employés
justifier de la pertinence des actions que vous avez menées, de l'exactitude des calculs qui ont été menés. Donc, c'est vraiment très important. Vous allez pouvoir mettre à jour vos usages énergétiques significatifs et donc venir enrichir votre plan d'action et mettre à jour d'année en année votre plan d'action pour vraiment réaliser des économies d'énergie dans le temps. L'objectif, encore une fois, ce n'est pas de faire des actions à l'instant T et de s'arrêter sur quelques économies, mais c'est vraiment d'aller chercher un maximum d'économies d'énergie sur la durée. Et en plus de ça, vous allez pouvoir, et encore une fois, je rebondis sur ce que tu disais, Mohamed, diminuer au quotidien l'ensemble de vos dérives énergétiques. On arrive à faire énormément d'économies d'énergie lorsqu'on a un bon outil de suivi au quotidien. Je ne vais pas prendre plus de temps parce qu'on est vraiment, short là en termes de timing. Ce qui est quand même important de retenir sur la présentation, c'est qu'aujourd'hui, nous, Helexia, on a une très grande expertise sur l'accompagnement de la mise en place d'une trajectoire énergétique concrète sur les sites de nos clients. On maîtrise vraiment l'ensemble des points que vous venez de voir que l'on vient de balayer ensemble sur la présentation. C'est peut-être pour ça qu'à certains moments, on a été un petit peu trop technique sur la présentation. On a vraiment cette qualité métier, cette expertise qui est importante et qui est une valeur différenciante aujourd'hui chez Helexia. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'accompagnement, à nous laisser vos coordonnées et n'hésitez pas à nous poser quelques questions si Loïc, on a le temps de prendre quelques petites questions. Non, mais tu as très bien résumé cette partie ainsi que l'ensemble du webinaire, Samira. Et encore une fois, si on a fait le choix de ne pas trop simplifier non plus notre méthodologie, parce qu'on a décidé de ne pas vous infantiliser, et aussi parce que si vous avez besoin d'aide sur ces parties-là, et bien sûr qu'Helexia, si vous choisissez Helexia, sera ravi de vous aider. Je vais maintenant d'abord remercier François, Samira et Mohamed pour votre prestation. Merci beaucoup à vous trois. Je vais quand même vous garder quelques secondes pour répondre à quelques questions du chat qui nous ont été posées. Alors François, si tu n'as pas la réponse, c'est pas grave, on l'enverra par mail aux spectateurs, mais on nous demandait où est-ce que tu avais trouvé comme source les informations que tu nous as transmises au moment donc au moment de cette slide, donc justement sur les émissions de CO2 et des équivalents en végétalisation pour ces émissions de CO2. Est-ce que tu as une idée de la source? Sinon, ce n'est pas grave, on l'enverra par mail plus tard. Oui, la source, on peut en parler. En fait, ce sont des calculs qui sont faits par les filières bois et énergie. On peut considérer que, grosso modo, un arbre absorbe en termes de CO2 en moyenne, entre 10 et 50 kg de CO2 par an. Ça veut dire que les informations qui ont été indiquées sont basées environ sur 30 kg de CO2 par an. Alors, bien entendu, ceci est évidemment à prendre avec une certaine distance, puisque le calcul est complexe selon les essences, et on ne peut pas tirer un chiffre unique, on peut tirer simplement donc une statistique qui dépend du reste de la masse de l'arbre. Par exemple, si on prend un peuplier, la masse sera très légère, elle sera de 400 kg. Si on prend, mettons, un charme, on sera plutôt à 1000 kg. Voyez-vous, donc ces rapports, évidemment, sont très différents. Et la composition chimique du bois variant, la cellulose qui est le composant majeur donc, des parois cellulaires du bois, donc qui fait ce rapport de 50 à 80% de la constitution d'un tronc, d'accord, fait que la composition moléculaire, ce qu'on appelle le glucose enchaîné, c'est-à-dire ce qui fait l'arbre en réalité, se décompose entre à peu près 50% carbone, 42% d'oxygène, de mémoire, 6% d'hydrogène, et le reste, c'est de l'azote et des matières donc, minérales. Donc, c'est ce composé qui fait qu'on a la capacité, quelque part, d'être entre 20 et 30 kg de capacité d'absorption carbone et par an par arbre. Voilà, j'étais un peu... Merci beaucoup, mais j'ai essayé d'être résumé. Non, mais c'était très bien et très complet. Je pense que Manon, qui nous avait posé la question, a eu sa réponse. On va prendre maintenant une question qui nous vient de Gilles Vega, qui nous dit la chose suivante. Vous parliez dans l'étude de faisabilité de la possibilité d'installer des éoliens ou des installations biométhanisation ou géothermie
Avez-vous déjà réalisé des projets avec ces techniques ou sont-elles en phase d'étude? Merci d'avance. Peut-être François ou Mohamed sur ces questions? Ouais, peut-être du coup, je vais apporter un élément de réponse justement Merci sur Mohamed. cette question. Alors, il faut savoir que la pertinence de mettre en œuvre des installations à énergie renouvelable est étudiée et explorée lors de la réalisation d'un audit énergétique. Donc, on étudie le potentiel. Alors là, je ne fais pas forcément le focus sur la partie éolienne ou biométhanisation, mais c'est vrai que les audits énergétiques doivent intégrer du coup, la possibilité de mettre en œuvre des installations à énergie renouvelable. Ça peut être le photovoltaïque, ça peut être des systèmes ou des pompes à chaleur, de la cogénération, des systèmes solaires thermiques, etc., etc. Donc, c'est des pistes qui sont explorées, qui sont étudiées lors d'un audit énergétique. Maintenant, pour répondre concrètement, du coup, si on a déjà été sollicité justement pour étudier la faisabilité d'installation d'éoliennes ou d'installation de biométhanisation, non. On a été sollicité pour le PV, puisque le PV fait partie des métiers d'Helexia, puisqu'on est tiers investisseur et on propose également à nos clients des installations photovoltaïques, des toitures, des ombrières. Donc pour le PV, oui. Sur d'autres systèmes à énergie renouvelable, on a déjà fait l'étude, mais pas en particulier sur la partie éolienne ou biométhanisation. Pour rebondir, Mohamed, sur ce que tu dis, pour information, Helexia aujourd'hui est affiliée à la société Voltalia et on a ses forces, ses compétences en interne via notre société Voltalia. Je prends l'exemple des projets éoliens. On a énormément de projets qui sont développés par la société Voltalia. Donc, si vous avez des projets concrets, n'hésitez vraiment pas à nous préciser votre projet et on sera vous rediriger vers Voltalia pour répondre et vous accompagner à votre demande. Je voudrais apporter une précision concernant 3 types d'énergie, indépendamment de celles qui viennent d'être évoquées. Le solaire thermique, la chaleur biomasse et la géothermie verticale. Donc là, oui, l'expérience existe, elle est consolidée depuis longtemps et je dirais que en particulier la combinaison souvent de ces énergies, je pense à la biomasse et le solaire thermique, présente dans les opérations de conversion, de transformation, de transition énergétique, une efficacité qui est tout à fait exceptionnelle. Sachant en plus que les pouvoirs publics ont fait des efforts récents qui n'ont pas de précédent pour subventionner ces opérations-là. Par exemple, j'ai fait des études solaires thermiques depuis bientôt 20 ans. Nous aurions rêvé, il y a 10 ans, 15 ans, d'avoir des subventions telles qu'elles existent aujourd'hui. Donc, le frein économique, la limite économique aujourd'hui est véritablement très ténue. Ce n'est plus le sujet. Voilà, le sujet, il est ailleurs. Merci beaucoup, Samira, François et Mohamed, d'avoir chacun complété à votre façon la réponse à cette question. Je voulais juste rappeler avant de clôturer, parce que malheureusement, on n'a plus le temps, on aurait bien voulu rester avec vous, mais les agendas de nos experts sont très chargés. Je les remercie d'avoir été présents aujourd'hui. Comme Bérangère, si vous souhaitez nous joindre, n'hésitez pas à nous envoyer donc un mail à l'adresse suivante qui va apparaître à l'écran très rapidement. Voilà, ici. N'hésitez pas, on redirigera donc toutes vos demandes vers les équipes concernées. Il n'y a aucune question qui est bête ou idiote. Vraiment, on est ravis de pouvoir avoir des interlocuteurs. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous avez aussi un numéro de téléphone pour toute demande commerciale. Et je vous remercie à tous. Je vais juste laisser un dernier mot à François, Samira et Mohamed pour clôturer. Et encore une fois, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire ainsi qu'à nos experts présents. Et donc, pardon, Samira, je te laisse le premier mot de la fin. Merci à tout le monde de vous être connectés. Encore une fois, si on a été un peu rapide ou peut-être trop technique sur des sujets, n'hésitez vraiment pas à revenir vers nous. On prendra le temps d'échanger, d'entrer dans le détail avec vous. Merci beaucoup, Samira. François, je te laisse le deuxième mot de la fin. Eh bien,
encourager toutes les personnes qui nous ont eu la gentillesse de nous écouter et de nous regarder, eh bien, de venir vers nous pour nous poser les questions, ce que vient de proposer Samira. Nous aurons un grand plaisir à répondre, sachant que chaque cas est un cas sur mesure, est un cas particulier. C'est ce qu'il faut véritablement retenir de ces opérations-là. Et Mohamed, je te laisse le dernier mot de la fin. Si tu veux nous dire que c'est gagnant, gagnant, gagnant avec Elexia, c'est le moment. Petite blague entre nous. Alors, effectivement, n'hésitez pas à solliciter Elexia pour vous accompagner sur tous vos projets. Elexia présente la garantie d'indépendance et de neutralité vis-à-vis de tout prestataire, installateur ou fournisseur d'énergie ou de matériel. Elexia est un centre multi-expertise technique, donc nous identifions avec précision en amont vos projets et donc on vous apporte des réponses qui sont personnalisées et on vous propose également des solutions de financement